Mesdames, Messieurs les conseillers, les conseillères, veuillez prendre place. La présidente, Madame Cathy Wong. Bon matin à tous et à toutes. Alors, je vous invite à un moment de recueillement. Je vous invite à prendre place. Alors, je rappelle à l'ensemble des élus que le conseil du mardi débute à 8h30. Et donc, je vous invite à arriver à 9h30, excusez-moi, 9h30. Et donc, pas 8h30, mais bien 9h30. Et donc, je vous invite à rentrer dans la salle du conseil pour qu'on puisse débuter et avoir le quorum au bon moment. Avant de débuter, j'aimerais donner la parole à des collègues qui ont quelques annonces à vous faire en commençant avec M. Ouellette. À vous la parole. Non, c'était pas monsieur, c'était M. Cadwell, excusez-moi. M. Cadwell. Presse de mon collègue Ouellette ici. Alors, bon. C'est une façon de vous réveiller, M. Ouellette, le matin, c'est pour ça. Ça a marché. Allez-y, M. Cadwell. Très simplement, un petit mot pour vous rappeler que vous avez jusqu'au 17 mai pour remplir la consultation en ligne Rêvons Montréal 2020-2030. Cette consultation s'inscrit dans la démarche stratégique de la direction générale. Son objectif est de créer une vision commune et partagée de Montréal, ville et territoire, qui soit audacieuse, distinctive, axée sur les citoyens et qui mène à des actions concrètes. Là, les résultats seront en données ouvertes. Là. Et les résultats préliminaires nous montrent qu'une minorité d'élus ont rempli le sondage. Parce que quand on remplit le sondage, on peut s'identifier comme élu montréalais. Donc, on a jusqu'à vendredi pour renverser la tendance. Merci. Merci beaucoup, M. Cadwell. Et un autre mot de la part de M. Deschamps. Alors, merci, Madame la Présidente. Très brièvement, je veux juste m'assurer que l'ensemble de mes collègues ont pris connaissance de l'invitation qui a été envoyée par l'Île du Savoir pour la 13e édition du Festival Eureka. Alors, comme vous le savez, le festival va se tenir au Centre des sciences cette année. Le thème est la mobilité. Donc, nous devrions tous être très intéressés par un tel thème. Et naturellement, c'est un festival de sciences et de technologies d'innovation qui fait appel aussi à la famille, donc ceux ou celles qui ont des jeunes enfants, même qui ont peut-être même des adolescents. Vous serez naturellement les bienvenus sur le site du Centre des sciences entre le vendredi 7 juin et le dimanche 9 juin. Vous pouvez naturellement, je vous invite particulièrement, et certains et certaines d'entre vous recevrez des invitations encore plus personnalisées. Il y a une conférence de presse normalement avec des personnalités importante qui s'effectue le vendredi pour le lancement du festival. Alors, vous êtes naturellement invités à ce lancement de conférence de presse et vous pouvez regarder cette invitation qui est parvenue hier vers 12h35. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Deschamps. Alors, sur ça, on va ouvrir la période de questions du public. Nous avons une personne qui va venir poser une question. Alors, j'invite M. Yonita à rentrer dans la salle du conseil. Bon matin, M. Yonita. Bonjour, madame. On vous Bonjour écoute. tout le monde. J'aimerais bien juste, ça c'est juste ce que j'ai constaté. Peut-être il y a une place pour améliorer ça. La position, je sais que c'est temporaire, mais quand même, le citoyen il est reçu avec le dos. On ne peut pas voir le visage, surtout le conseil exécutif. On ne peut pas les regarder quand on parle à quelqu'un, mais c'est comme... Je trouve un peu, peut-être si on peut trouver la place des citoyens, qu'ils puissent s'exprimer d'une autre manière, qu'ils puissent avoir une meilleure vue de la salle, ça va être apprécié. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler de la loi 21 de
du Québec, M. Legault. On a observé que vous avez voté à 100% contre cette loi. J'observe que certains défendent leur propre signe religieuse pendant que Mme Plante vous abandonnez les vôtres. Et on ne trouve pas ça normal. Et on peut reconnaître la politique de M. Trudeau là-dessus. Et on sait que vous suivez sa politique. Ce n'est pas toujours la meilleure. Et pensez que Montréal, ce n'est pas à 100% la manière que vous aviez voté. Alors on aimerait bien que vous changiez un peu cette vision. Il ne faut pas oublier Québec, que c'est notre province. Il ne faut pas oublier qu'on doit avoir le drapeau. D'après ce que j'ai compris, il y a eu un débat à propos du drapeau de Québec à la ville de Montréal. Je ne sais pas exactement comment c'est fini, mais ça, on n'a pas bien apprécié. Essayez de comprendre que chacun on a à cœur le pays, la province, la ville qu'on habite. Merci, Et qu'on est tous ensemble et on ne doit pas être divisés. C'est le but de chaque de mes interventions. Je ne m'adresse pas à une certaine communauté. J'essaie de faire ça pour le citoyen, madame, monsieur, tout le monde, pour l'intérêt de chacun de nous. Merci, Alors, M. Unita. Je vais laisser M. Limoges vous répondre. M. Limoges? Monsieur Unita, bonjour. Premièrement, pour votre suggestion sur l'emplacement du micro, c'est bien entendu. On pourra en reparler, la présidente et moi. On est ouvert à toutes les suggestions. Pour la suite de votre intervention, M. Unita, merci pour votre commentaire. Moi, je vous invite à lire la lettre ouverte de la presse ce matin dans la presse qui dit, je pense, la position très ouverte de cette administration qui vise à entendre le plus possible les Montréalais. La lettre est très éloquente en elle-même. Merci, M. Limoges. M. Unita? Regardez ce que la masse média elle dit. Vous savez, c'est différent que ce que nous on ressent. C'est pas la même chose. Parce que des fois, je sais pas, c'est exactement qu'on dit qu'on a des projets pour la ville de Montréal, pour les routes et tout ça, mais de l'autre côté, c'est plein de trous, plein de nids de poules. Madame Plante, je ne sais pas, vous êtes apparu une fois à la télé juste avant de monter sur Jacques Cartier et vous avez défendu le fait qu'il y avait des personnes qui traversaient là et que c'était dangereux. J'aimerais bien vous dire qu'à cet endroit-là, aujourd'hui, il y a des nids de poules et qu'il y a des milliers de voitures qui passent chaque jour par là et toujours, on a des problèmes avec les voitures. Et c'est exactement quelque chose de semblable avec cette situation. On lit dans la presse. On ne veut pas lire dans la presse parce que c'est l'interprétation de la presse. On veut entendre vos opinions et que vous allez faire pour. Vous ne faites même pas attention à ce que j'ai dit là. Hier, quand je suis sorti, j'avais raison de sortir parce que j'ai l'impression qu'on parle toute seule. Merci beaucoup. Hein. Merci, M. Unita. Alors, ceci termine la période de questions du public. Nous allons ouvrir celle des membres du Conseil. Alors, Monsieur le chef de l'opposition, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, il y a un nouveau rebondissement dans la saga entourant le projet de tramway de Québec. Un projet phare de 3 milliards de dollars où il y a un manque à gagner de 800 millions de dollars. Hier, le ministre Bonnardel a affirmé qu'il puiserait cette somme de 800 millions de dollars à travers l'enveloppe destinée au projet de transport collectif, notamment pour Montréal, une fois que le programme actuel, avec les critères d'achalandage, sera aboli d'ici 4 ans. Madame la Présidente, Montréal s'est battu pour avoir un financement transport collectif basé sur l'achalandage. C'est quelque chose qui nous tient tous à cœur et nous comprenons l'importance de maintenir ce critère. Alors, ma question, et j'espère que la mairesse pourra y répondre sans m'accuser de paternalisme, est très simple. Comment va-t-elle défendre Montréal auprès du gouvernement afin de s'assurer qu'on aura effectivement le maintien de ce financement basé sur l'achalandage? Merci. Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Madame la mairesse. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Écoutez, je vais rassurer Monsieur le chef de l'opposition ainsi que l'ensemble des collègues, à savoir que jusqu'à maintenant, nous avons
les discussions que nous avons eues avec le gouvernement du Québec concernant la somme actuelle, les fonds qui sont destinés à la Ville de Montréal pour le transport collectif et dont on ne doit pas être gêné. On n'a pas à être gêné d'avoir des besoins. Comme je le rappelle toujours, la moitié de la population du Québec est dans la grande région métropolitaine. C'est donc normal que les besoins en transport collectif soient très grands. Alors, pour moi, il n'y a aucune problématique à ce niveau-là. Et je tiens à dire que les discussions que j'ai, que ce soit avec Mme Rouleau, avec le ministre Dubé également, M. Bonnardel également. Alors, quoi qu'en dise M. Bonnardel, pour nous, le financement, il est là. Les critères, ils sont pertinents. Et nous allons continuer à faire valoir l'importance de ces sommes-là, tout en défendant toujours l'importance qu'il y ait du transport structurant ailleurs. Moi, je vois d'un très bon œil un tramway à Québec. Je pense d'ailleurs également à la ville de Gatineau. Donc, l'important, c'est de ne pas déshabiller Jean pour habiller Jacques, parce que Montréal a besoin de ces sommes, cet argent-là pour ses projets, mais ça se passe très bien avec les discussions, avec les différentes divisions, ou du moins les différents ministères à Québec. Et ces sommes-là sont à Montréal et elles devraient rester à Montréal. Merci. Merci, Mme la mairesse. Monsieur le chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la mairesse, pour cette réponse. J'aimerais rappeler à cette enceinte qu'en quoi, le mois dernier, quand cette histoire a débuté, j'ai posé une question similaire à Madame la mairesse. Et puis, elle avait répondu un peu dans le même genre, comme quoi les choses vont bien, il y a des choses qui arrivent en coulisses, et puis moi je vais continuer à défendre, et de toute façon, et je cite, « Sans l'accord de Montréal, ces fonds ne peuvent être transférés de n'importe quelle autre manière », fin de citation de la part de la mairesse. Bien, je pense que M. Bonnardel, il a pu indiquer et démontrer qu'il a trouvé une façon de contourner les critères actuels. Alors, ma question est la même, je la répète, c'est bien qu'il y ait des discussions, c'est bien qu'il y a une volonté, on est tous d'accord sur l'objectif, Madame la mairesse, mais la question c'est comment allez-vous protéger ces sommes qui viennent du fédéral, réservées pour le transport collectif à Montréal. On est d'accord avec vous, on en a besoin, mais c'est une question de s'assurer de façon efficace qu'on peut convaincre le gouvernement qu'on va maintenir ces sommes-là. Merci beaucoup. Madame la mairesse, à vous la parole. J'aimerais réitérer qu'en ce moment, les sommes d'argent qui sont à Montréal sont à Montréal. Elles ne vont pas à nulle part ailleurs. Ça n'a pas changé. Alors là, on peut faire une certaine évaluation de qu'est-ce que peut-être que genre pourrait se passer. En ce moment, la réalité est que les sommes de Montréal sont à Montréal. J'aimerais également profiter de l'occasion pour dire au chef de l'opposition que lorsque Montréal discute avec Québec et cherche des solutions, ça fonctionne. Et je pense que ce matin, on l'a vu dans le dossier du cannabis. C'est un très bon exemple où nous sommes allés à la commission en bonne et due forme, de bonne foi. Nous avons fait valoir la réalité de Montréal et on a vu aujourd'hui un assouplissement, une compréhension de la part du gouvernement que je félicite d'ailleurs, que je remercie pour leur ouverture. Alors, vous pouvez chercher des problèmes où il n'y en a pas. Moi, je suis une personne positive, constructive. J'ai toujours défendu les intérêts des Montréalais et je vais continuer à le faire dans tous les dossiers. Merci. Merci, Madame la mairesse. Madame la leader de l'opposition, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bon matin. Bon matin. Alors, lundi dernier, le journal 24 heures nous apprenait que seulement 8 des 24 escaliers mécaniques qui devaient être remplacés en 2018 dans plusieurs stations de métro l'ont été. La STM évoque l'incapacité de l'entreprise responsable d'achever les travaux, ce qui la force à résilier le contrat de 24 millions de dollars avec l'entreprise Global Tardif. Nous apprenions aussi qu'au moment de la résiliation, des travaux de remplacement étaient en cours aux stations Édouard-Montpetit, Jean Talon et Côte-des-Neiges. La STM tente de rassurer la population en affirmant que la situation est sous contrôle et qu'elle répare et entretient les escaliers défectueux pour assurer la sécurité des usagers. Mais tout cela ne répond pas à la problématique, Madame la Présidente, à savoir qu'il y a des escaliers mécaniques qui ont besoin d'être remplacés, pas seulement réparés et entretenus, mais bien remplacés. Et puis, les stations visées par le contrat sont très achalandées, notamment Jean Talon, Saint-Michel et Côte-des-Neiges. Alors, question pour l'administration, est-ce qu'elle peut s'engager formellement à assurer que les escaliers défectueux seront remplacés dans les plus brefs délais? Et pourquoi n'y a-t-il toujours pas d'appel d'offres pour le remplacement des escaliers? Merci beaucoup, Madame. Merci, Madame la leader.
Monsieur Caldwell, à vous la parole. Encore là, sur le besoin, tout le monde en convient, ces escaliers mécaniques doivent être efficaces et opérants dans nos stations. C'est à tout le moins, c'est à toute fin pratique, comme Madame la leader de l'opposition l'a relaté, un problème d'approvisionnement. Et on travaille avec la STM pour trouver les solutions les plus agiles, les plus souples, justement pour régler le problème. Parce que pour les faire, pour avoir ces fameux contrats pour les escaliers mécaniques, il y a un défi qu'on a qui est une réponse du marché et un encadrement des firmes soumissionnaires. Et on travaille avec la STM justement pour arriver avec la solution la plus souple et agile pour que ces escaliers-là soient effectifs et servent la population. Merci, M. Caldwell. Madame la leader. Merci beaucoup. Alors, hormis le problème d'approvisionnement, on apprenait toujours dans le 24 heures qu'un escalier mécanique arrêté dans une station de métro n'est pas nécessairement brisé. Selon le président du conseil d'administration de la STM, M. Philippe Schnob, il suffit de s'adresser à un guichetier ou de prendre le téléphone sur le quai du métro pour prévenir le centre de contrôle et que l'arrêt de service, éventuellement, serait réglé rapidement. Alors, Madame la Présidente, on demande à l'administration est-ce qu'elle trouve acceptable que les Montréalais et que la STM ne s'assure pas en bon temps de l'accès aux escaliers mécaniques pour les usagers qui en ont le plus besoin quand on pense notamment aux personnes aînées et les personnes ayant des difficultés à mobilité. Merci, Madame la leader. Monsieur Caldwell. Encore là, les escaliers mécaniques, on a eu la chance de parler des ascenseurs hier. La question d'accessibilité dans les stations est fondamentale. Madame la leader relate des enjeux opérationnels où on doit, oui, collectivement s'améliorer. Les procédures et les façons de faire de la STM doivent s'améliorer. Je suis content que la leader de l'opposition nous ramène cette question-là. À chaque conseil, on ramène la question des ascenseurs. On va de l'avant pour ces enjeux-là et on aura l'occasion de faire un suivi plus précis avec la STM. Merci, M. Caldwell. Désolé pour le petit dérangement, on essaie d'ouvrir une fenêtre pour aérer la salle du conseil municipal. Ah, c'est le contraire, on veut la fermer alors, c'est ça? Oui, désolé pour le petit dérangement. Alors, on poursuit. Madame Barbe, est-ce que vous souhaitez poser une question? Non? Non plus? Parfait. Alors, à l'ensemble des membres du conseil, dans 3, 2, excusez-moi, M. Sari, on va recommencer. On va retirer le nom de M. Sari dans 3, 2, 1. M. de Souza, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, ma question se pose sur le dossier de Royal Mount. La moins qu'on peut dire, c'est le projet Royal Mount qui inquiète les Montréalais. Et puis la Commission sur le développement économique a siégé, il a eu une consultation dans le mois de janvier et a conclu que le projet devrait prendre un temps d'arrêt pour se redéfinir. On apprenait la semaine que le promoteur Carbon Leo mènera une série de consultations publiques afin de pouvoir présenter à l'automne une version bonifiée de son projet Royal Mount. Prendrons-nous quelque chose de plus durant ces consultations? Ça reste à voir. La position de la plupart des acteurs sont déjà bien connus, qu'ils ont été annoncés à cette commission. Par contre, les Montréalais se demandent encore où situe l'administration, où situe la mairesse sur le projet Royal Mount. Madame la Présidente, pour la 10e fois devant ce conseil, nous demandons à la mairesse de prononcer sur le principe d'un méga centre commercial à l'intersection de l'autoroute 15 et 40. Et que attendons-nous d'avoir de cette nouvelle ronde de consultation? On aimerait bien l'entendre la mairesse. Merci beaucoup, M. de Souza. M. Caldwell, à vous la parole. Merci, M. de Souza. Et merci aussi de rappeler le travail qu'a fait la Commission sur ce dossier. J'en profite pour remercier encore les membres de la Commission, M. Ryan, M. Perry, ainsi que tous leurs collègues, parce que ce rapport de cette Commission a mis en lumière l'évolution qu'on doit amener au dossier. Rappelons les faits. Il y a tel que l'a annoncé la mairesse après le dépôt du rapport de la Commission, il y a un comité de travail qui a été fait avec Ville-Mont-Royal, avec le promoteur, avec la Ville de Montréal, pour trouver des façons de mettre en application les recommandations de la Commission. Aussi, il y a eu ce groupe de créé sur la mobilité présidé par Florence Jonca-Deneau qui est en train de terminer ses travaux et dont on souhaite des recommandations sur les enjeux de mobilité dans le secteur. Mais dans tous les cas, bien entendu, ce débat-là sur l'évolution du projet pour le rendre acceptable
pour le rendre encore plus pertinent pour les Montréalais, il doit se continuer. Le promoteur a annoncé ses consultations. On va laisser le promoteur mener ses consultations cet été. On invite l'ensemble de la société civile et des citoyens de Montréal d'y participer, mais ultimement, ce projet, ayant évolué, devra revenir justement dans nos instances pour avoir une validation en lien avec les différentes recommandations, avec les différentes récriminations de la Ville et les différents enjeux soulevés. Merci, M. Caldwell. M. De Souza, votre question complémentaire. Bien, merci. Bien, regarde, on verra jusqu'à quel point cette nouvelle consultation nous donnera quelque chose, plus particulièrement pour faire avancer des enjeux majeurs comme la mobilité dans le secteur. Vous avez parlé, M. Caldwell, de la comité présidée par Mme Jonca-Adno, mais pour votre information, vous savez très bien, les communautés riveraines ne sont même pas présentes sur cette comité. Donc, comment est-ce qu'on peut contribuer pour aider dans cette réflexion, plus particulièrement donné que nous, on va directement toucher par ça? Dans les discussions entre Carbone-Léo et la Ville, en mars, M. Robert Baudry, votre collègue, disait qu'il était en mode d'ouverture et tout le monde était prêt à discuter. Mais pour nous, autre que les grands commentaires très larges et vagues, la question où sont les discussions, M. Caldwell, entre Carbone-Léo et la Ville? Qu'est-ce que la Ville demande aux promoteurs et qu'est-ce que nous avons obtenu suite à ces discussions? C'est assez précis. Merci, M. De Souza. M. Caldwell. M. De Souza, oui. Bon, ça fonctionne. Je le rappelle, suite au rapport de la Commission, il y a eu un énoncé très clair sur la mairesse, sur les gains qu'on devait obtenir quant à l'intégration urbaine, quant à la mobilité dans le secteur et quant à la complémentarité avec l'ensemble de l'activité commerciale de l'agglo. Donc, vous voyez dans le repositionnement du promoteur et les consultations qu'il amorce cet été que ce discours a eu un effet, que le promoteur bouge, réagit, reconsulte. Comme vous le savez, nous avons des discussions avec lui. On se base sur ce réquisitoire montréalais qu'on a fait tous ensemble pour faire avancer le projet. Et comme je vous dis, il reste du travail à faire parce que ce projet-là doit être encore meilleur. Merci beaucoup, M. Caldwell. Madame Rossi, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, plus que jamais ce matin, je me lève au nom des citoyens comme représentante de citoyens. On a vécu hier soir un malaise, moi en tout cas j'ai vécu un profond malaise, alors que nous sommes en période de consultation publique sur vis-à-vis nos citoyens, comment ils se sentiraient à l'aise, qu'est-ce qui peut les amener à venir poser des questions au Conseil. On a eu un citoyen, pour ne pas le nommer, M. Langevin, qui est venu poser une question. Et comme réponse, il y a eu un éclat de rire de l'administration. Mettez-vous à la place du citoyen là, qui arrive, qui ne sait pas ce qui se passe, qui pose sa question, puis il y en a 40 qui se mettent à rire de lui. Alors, ma question est simple, là. Est-ce qu'il y aurait juste moyen d'avoir du respect envers nos citoyens quand ils se donnent la peine de venir poser une question ici, si on veut vraiment qu'ils viennent se poser des questions ici? Merci beaucoup, Mme Rossi. Monsieur Doré, à vous la parole. Puisque M. Langevin, généralement, 99% du temps, vient poser sa question à la personne qui occupe la fonction que j'occupe en ce moment, on est habitué à ce que M. Langevin vienne s'adresser à la présidence du comité exécutif et vienne demander des versements, des paiements en 12 versements. Alors, moi qui ai la perspective de voir non seulement les gens de mon parti, mais du vôtre également, et de voir des gens de l'opposition, on a tous un peu éclaté de rire de voir que, moi je peux vous citer des noms, là, mais je vais vous le faire en privé, histoire de partager ça collectivement. Alors je pense que notre administration, généralement, là, est assez et très respectueuse des citoyens. Parfois, on se laisse aller à un peu d'air guilleret, comme on l'a fait hier soir, parce que justement, on est un peu étonné que la personne ne vienne pas sur la question habituelle. Alors, M. Langevin est une bonne personne. Je l'ai vu à quelques reprises en privé. Il a un bon sens de l'humour. Je pense qu'on a appris à le connaître depuis l'ensemble de toutes ces années-là. Et je ne présumerai pas qu'il n'a pas été offensé.
mais je vous dirais que ça ne semblait pas le cas, surtout lorsqu'il nous a quittés avec une boutade, justement, et la foule a été hilare, justement, sur sa boutade à la toute fin. Alors, je pense que c'était tout à fait correct et puis qu'on avait partagé, en fait, ce bon moment de surprise de la part de M. Langevin. Mais Merci. je réitère que notre administration est toujours très respectueuse. Merci, M. Doré. Madame Rossi. Hier, c'était M. Langevin. À un autre moment donné, ça peut être... Et je le répète, là, on est en consultation publique actuellement pour inciter les citoyens à venir à la période de questions. Si un citoyen est assis devant son ordinateur, là, puis il voit ce qu'il a vu hier, là, je ne suis pas certaine. Si un citoyen regarde son fil Twitter puis il voit qu'une mairesse d'arrondissement tricote pendant le conseil, je ne suis pas sûr qu'il va trouver ça drôle. Si un citoyen regarde son conseil puis il voit un autre conseiller d'arrondissement blasphémer pendant le conseil, je ne suis pas sûr qu'il va trouver ça respectueux de l'institution. Je m'excuse, là, mais est-ce qu'on peut respecter l'institution, respecter les citoyens? C'est ça qu'on demande. Merci beaucoup, Madame Rossi. Monsieur Limoges, à vous la parole. Madame la Présidente, je suis surpris de cette question qui n'en est pas une, puis qui est une sorte de procès d'intention sur ce que les gens font dans le Conseil. Je veux dire, premièrement, d'habitude, c'est pas un sujet d'intervention. Ça fait 10 ans que je siège ici. J'ai vu toutes sortes de choses. On parle pas de... Les gens ici ont déjà été de l'administration, n'étaient pas du côté des journalistes, mais on savait bien que sur les écrans, c'était pas toujours le tous nôtre. Là. Je comprends pas là ce matin. C'est quoi cet appel de moralité au décorum, de la pureté, alors qu'on a une administration qui est très décente dans son comportement envers les collègues et envers les citoyens. Moi, j'ai pas vu de franchissement de ligne éthique ou déontologique qui mérite le ton que vous employez ce matin, Madame Rossi. Merci beaucoup, Monsieur Limoges. Alors, ceci termine la période de questions des membres du Conseil. Madame la leader. Oui, nous allons demander une prolongation de 8 minutes, s'il vous plaît, appuyé de mon collègue François Limoges. 7 minutes? 7 minutes. 7 minutes. Monsieur Baisse, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Les inondations récentes dans certains arrondissements de Montréal ont été suffisamment importantes pour que l'état d'urgence soit renouvelé 2 fois. Si les signaux d'alarme étaient visibles en 2017 lors des inondations, il faut espérer que l'urgence de régler la situation a été attendue par tout le monde. Pierrefonds-Roxboro l'a attendu. Suite aux inondations de 2017, nous avons installé des digues naturelles, entre autres. On estime qu'elles ont réussi à éviter les dommages à quelques centaines de maisons. L'année 2019 nous montre bien que ce n'est pas suffisant. Nous avons déjà interpellé Québec pour installer de nouvelles digues, puisque les fonds de l'arrondissement ne sont pas suffisants pour enrayer le problème une fois pour toutes. Est-ce que l'administration va appuyer la demande de l'arrondissement pour être financée par Québec si les digues naturelles sont nécessaires dans le futur? Merci, M. Baisse, pour votre question. Madame Filato. Merci, Madame la Présidente. Donc, merci à M. Baisse pour sa question. J'ai eu la chance d'être sur le terrain, autant dans Pierrefonds, Contique-Cartierville et avec M. Marinacci à l'Île-Bizarre, Sainte-Geneviève. J'ai été très impressionnée d'ailleurs par le travail qui a été fait à Pierrefonds-Roxboro. J'ai eu la chance de voir les digues naturelles. C'est vrai que c'est très impressionnant. Il faut prendre le temps de s'asseoir ensemble pour voir l'incidence que ça va avoir. On en a discuté ensemble d'ailleurs. Ça pourrait avoir une incidence dans d'autres secteurs. Donc, nous devons prendre le temps de s'asseoir ensemble. Nous allons le faire autant pour faire un post-mortem de la situation des inondations, mais également pour parler du futur. Merci. Monsieur Baisse. Madame la Présidente, je remercie ma collègue Filato pour la réponse et ça me donne à la deuxième question que j'ai. Effectivement, au niveau des comités, on a entendu qu'à Québec, il va y avoir un comité ministériel pour parler des inondations et aussi avec l'Union des municipalités du Québec, un autre comité qui va parler plus des inondations locales. Maintenant, la question est, est-ce que l'administration peut faire représentation
pour que ces comités soient élargis aux différents intervenants et que les maires des arrondissements touchés soient inclus dans ces comités. Merci, M. Baisse. Madame Filato, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Donc, nous pouvons certainement avoir la discussion et comme ça concerne Québec, évidemment, je m'assois avec M. Parenteau pour voir au niveau des relations gouvernementales si c'est quelque chose qui est possible. Merci beaucoup, Mme Filato. La parole à M. Sari. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, en lisant la reddition de comptes financières pour l'exercice 2018, j'ai été très surpris de constater que le service de police de la Ville de Montréal présentait un déficit opérationnel de plus de 35 millions de dollars. Ce sont 35 millions de dépenses de plus de ce qui avait été budgété. Le document nous apprend aussi que ce montant et un montant de 19,2 millions sont dus au report de l'optimisation de la structure des effectifs policiers et civils. En janvier 2018, quand on a présenté son budget pour l'année, Monsieur le directeur à l'époque, M. Prudhomme, avait effectivement annoncé une optimisation anticipée de plus de 20 millions de dollars, et ceci aussi en commission de la sécurité publique. Pourquoi cette optimisation ne s'était jamais réalisée? Est-ce que le service de police de la Ville de Montréal se considère au-dessus des autres services de la Ville quand vient le temps d'appliquer des mesures budgétaires? Merci beaucoup, M. Sari. M. Doré. Le service de police de la Ville de Montréal n'est absolument pas au-dessus de tout ça. Les gens doivent effectivement suivre ce qui sont les orientations de l'administration. Ceci dit, vous savez que le SPVM est un service à part puisque les opérations ne peuvent pas s'en mêler. Alors, si justement le SPVM fait un certain nombre de choix opérationnels et qui font en sorte que par la suite, les économies projetées ne sont pas au rendez-vous, on doit regarder à faire des mesures correctives. Ceci dit, le directeur, il n'est plus là. Alors, on s'est donc assis avec M. Caron et on a regardé ce qui pouvait être fait. Alors, vous comprenez qu'avec déjà une année d'opération sur des optimisations qui n'ont pas été au rendez-vous, ça devient extrêmement difficile. Mais on fait en sorte quand même de travailler avec M. Caron. Lorsque Mme Filato a été donc nommée responsable de la sécurité publique, on s'est assis, elle et moi, et on a regardé justement ce qui pouvait être fait avec M. Caron. Même chose de la part de la direction générale qui suit les opérations budgétaires et non pas les opérations policières, et on va regarder ce qui peut être fait. Déjà, en ce moment, il y a différentes pistes d'optimisation qui sont en train d'être regardées par M. Caron, mais ce qu'il faut comprendre, et je termine là-dessus, Madame la Présidente, c'est que M. Prudhomme gérait son service, et même s'il avait des adjoints, en ce qui avait trait au budget, il ne les mettait pas au courant. Alors, c'est un peu différent dans le nouveau modèle mis en place par M. Caron. Merci beaucoup. M. Sari. Madame la Présidente, j'ai écouté le président du comité exécutif, mais il manquait beaucoup de cohérence dans ses propos, notamment quand il disait qu'il n'est pas au-dessus des autres services, mais il est à part. Alors, encore une fois, on veut juste comprendre un peu exactement ce que ça veut dire à part. Être un service à part de la Ville, c'est être tout simplement au-dessus des autres parce qu'il n'a pas appliqué tout simplement l'optimisation. Autre chose, il dit qu'il y a un directeur qui nous a promis quelque chose, qui nous a promis une optimisation des ressources, mais il n'est plus là. Alors, on doit faire affaire avec un autre directeur, avec d'autres engagements. Question complémentaire, Madame la Présidente. Encore plus étonnant, Madame la Présidente, est le fait que les montants alloués aux heures supplémentaires des policiers ont dépassé le 12 millions qui a été budgété. Sachant que c'est incompréhensible alors que la nouvelle convention collective avait pour objectif de diminuer ces nombres d'heures supplémentaires en confiant la surveillance des chantiers au cadet. Madame la Présidente, comme on l'a vu dans les cas des tasers, comme on l'a vu aussi hier au niveau de Stingray, quand on le voit toujours, cette administration se fait mener par un service qui est à part. Et votre question? Et ma question, tout simplement, quand allez-vous enfin prendre le contrôle de votre service de police? Merci beaucoup, M. Sari. M. Doré, à vous la parole. Alors, dans l'ordre, et pour être cohérent, au-dessus et à part. Deuxièmement, sur les heures supplémentaires, vous voulez, ça arrive, des heures supplémentaires ou entre ce qu'on a budgété et ce qui arrive, et dans les faits, il y a divergence. Je vous invite à regarder votre propre budget d'arrondissement chez vous. Pour l'année passée, vous aviez projeté des heures supplémentaires, vous les avez aussi dépassées. Alors, c'est les choses qui arrivent. Merci. Merci beaucoup, M. Doré. Alors, ceci termine la période des questions des membres du Conseil. Désolé, M. Langevin, ce sera pour dans un mois.
Sur ça, on va reprendre l'ordre du jour, mais juste avant, j'aimerais faire un petit mot. Je sais que le cabinet, le staff politique est plus proche de nous, mais je rappelle quand même qu'il n'est pas permis au staff politique de venir parler aux élus pendant le conseil. Je sais que la proximité fait en sorte qu'il est tentant de se rendre vers les élus et de leur glisser des conseils dans les oreilles, mais je vous rappelle qu'il n'est pas permis d'avoir ces communications pendant le conseil. Si c'est nécessaire, je vous invite à utiliser les antichambres pour faire ces communications. Quoique, ceci est correct pour l'instant. Oui. Parfait. Alors, sur ça, on va reprendre l'ordre du jour. Monsieur le leader de la majorité, à vous la parole. Madame la Présidente, je vais laisser l'ordre des interventions qui étaient au tableau. Oui, en effet. Alors, si c'est possible de remettre l'ordre des interventions. Ah. Alors, Monsieur Ouellet, à vous la parole. Alors, nous étions rendus à 20 points... Oui, aidez-moi, madame. 20.35, c'est ça? Je me rappelle du dossier, mais pas son numéro. Donc c'est on était entre 20.31 et 20.35? Oui, donc sur le dossier sur Laurentien Lachapelle. Excusez-moi, on est déjà rendu plus loin. Alors, donc 2034. 2034. Voilà. Donc en droit de réplique sur 2034. Allez-y. Donc, oui, alors au niveau du boulevard Laurentien-Lachapelle, bon, il y a... Oui. Oui, 2030. Ouais. En droit de réplique pour tout, puis on trouvera le bon numéro après. Donc, au niveau du réaménagement du boulevard Laurentien-Lachapelle, hier, on me demandait au niveau de l'arrondissement Saint-Laurent pourquoi on n'a pas été consulté. Il faut savoir, écoutez, c'est peut-être un oubli, mais c'est quand même un très long, un projet qui date depuis longtemps. Là, c'est la phase 2. Mais tout le concept au complet, parce qu'il y a 3 phases, a été élaboré, conçu, budgété sous votre ancienne administration. Donc, je trouve ça un peu étonnant maintenant. Je trouve ça, ou même, en tout cas, avant, mais il y a eu beaucoup de modifications. Je vois M. Deschamps qui dit que ça date d'encore plus longtemps. Mais il y a eu des ajouts, notamment au niveau de l'enfouissement, qui ont été faits sous l'ancienne l'administration immédiatement précédente. Donc, ce qui a fait retarder un peu le déploiement du projet. Donc là, la phase 1 est pratiquement terminée. Là, aujourd'hui, c'est la phase 2, qui est là. Il va y avoir une phase 3 également. Donc, tout le concept a déjà été présenté, approuvé. Bon, c'est sûr que là, c'est une phase spécifique. Est-ce qu'on aurait pu venir vous voir spécifiquement pour cette phase-là? Peut-être, je m'en excuse. Mais au niveau du concept, écoutez, le concept a quand même été approuvé sous l'ancienne administration. Au niveau des cas spécifiques, bon, dans le sommaire décisionnel, il y a beaucoup de chiffres, mais bon, ce n'est pas exactement spécifié entre quelle intersection et quelle intersection sont au niveau de la construction. Donc, je peux vous le dire. Donc, par exemple, le 178 mètres d'égout, c'est entre Keller et Pont-Gravé sur le boulevard Laurentien. Et le 428 mètres d'eau secondaire, c'est entre l'intersection de Louisbourg et Salaberry sur le boulevard Lachapelle. Mais sinon, pour l'ensemble du projet, pour l'ensemble de la zone de chantier, on refait tout le reste. C'est-à-dire qu'on met des trottoirs où il n'y en avait pas, on rajoute des arbres où il n'y en avait pas, on enfouit les fils où il y en avait, on refait évidemment la chaussée. Donc, c'est pour ça que pour l'ensemble du reste de la zone de chantier, qui est présenté ici, le document que je vais remettre, on refait tout le reste. Donc voici, donc je le dépose en complément d'information. Et si vous voulez qu'on... ah non, il y avait également l'aspect du REM. Il faut savoir que vous allez voir dans la zone de chantier, je l'ai envoyé hier, le boulevard Henri Bourassa n'est pas touché. Donc évidemment, l'accès à la station se fait par Henri Bourassa. Ici, il y a une navette pour autobus lors d'une interruption de la ligne de Deux-Montagnes. Ils vont évidemment passer par Henri Bourassa. Je n'ai pas nécessairement tous les détails. Je ne sais pas si au niveau des mesures temporaires, mais il faut savoir que quand on conçoit des projets, et ça arrive aussi dans le centre-ville présentement, la ville conçoit des projets depuis plusieurs années. De plus en plus, on conçoit aussi de façon intégrée, donc avec les autres partenaires traditionnels, bon, évidemment, Commission des services électriques, Énergir, Hydro-Québec, etc.
Et on s'est, tout le monde ensemble, organisé pour non seulement que ça soit intégré, mais aussi avoir un échéancier pour être coordonné entre les différents chantiers de la Ville. Le REM est arrivé, ce n'était pas prévu. Donc oui, ça cause malheureusement certains problèmes. Ça veut dire que, par exemple, là, présentement, au centre-ville, il y a plus de chantiers qui étaient initialement prévus. Oui, là, c'est pas idéal qu'on soit rendu à faire Laurentien La Chapelle, peut-être en même temps que la partie du REM, quoique Henri Bourassa ne sera pas touché. Mais écoutez, c'est un projet qui est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe et qui est venu sur notre programmation. Et on ne peut pas éternellement retarder nos propres chantiers pour les projets des partenaires. Même chose au niveau de Griffintown, au niveau du centre-ville. Il y a beaucoup de chantiers qui sont privés. On ne veut pas les retarder, mais on ne peut pas non plus éternellement, nous, retarder nos chantiers. Juste au centre-ville, c'est vraiment une année exceptionnelle. Il y a une demande de chantier sur 2 qui a été refusée. C'est un taux record. Normalement, on est plus dans les 1 sur 4 pour être capable de mieux programmer. Il y avait tellement de chantiers, on voulait assurer un minimum de fluidité, évidemment, au centre-ville sur des axes majeurs. On a été contraint de retarder certains chantiers. Et c'est toujours problématique. Évidemment, la personne à qui on dit non, ça ne fait pas son affaire, que ce soit la STM, que ce soit un entrepreneur privé, que ce soit Hydro-Québec. Tout le monde veut faire et tout le monde est aussi en rattrapage de déficit d'actifs. Mais il faut aussi penser aux besoins de la Ville. On ne peut pas éternellement retarder des travaux. Et aussi, quand il y a des chantiers intégrés, qui incluent entre autres de l'enfouissement, je le dis, les projets d'enfouissement, c'est les projets les plus complexes qui sont gérés par la Ville. Normalement, un chantier, on doit prévoir l'essentiel de ses fonctionnalités à l'année -2. Donc, 2 ans avant l'année du chantier, il faut savoir à peu près où on veut aller. En termes d'aménagement, on peut raffiner jusqu'à l'année -1, mais après ça, il est trop tard parce qu'on est en appel d'offres et on n'a plus le temps. Quand on parle d'enfouissement, on parle de 3 années d'avance. Donc, le projet qui est là présentement, surtout l'enfouissement, puis vous savez, l'enfouissement, c'est avec Hydro-Québec, c'est extrêmement compliqué. On a une capacité, Hydro-Québec nous donne une capacité très limitée de kilomètres qu'on peut enfouir à chaque année. Donc, on ne peut pas retarder ce dossier-là sous perte de carrément perdre ces kilomètres-là qui sont extrêmement précieux. Et le dossier qui est là, ça veut dire qu'il a été planifié il y a 3 ans. Et il y a 3 ans, c'était pas la même administration. Donc, juste pour vous dire qu'on est très content que ce dossier-là arrive, d'aller de l'avant en appel d'offres, d'aller de l'avant avec ce contrat. Mais, je veux dire, ce dossier-là a quand même été ficelé essentiellement il y a 3 ans. Donc, mais si vous voulez qu'on se reparle en arrondissement, au niveau peut-être des conséquences plus spécifiques au niveau de Saint-Laurent, ça peut me faire plaisir. Monsieur Miele, on va laisser M. Ouellet répondre. Donc, regardez, si vous voulez qu'on parle de mitigation spécifiquement avec Saint-Laurent, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Merci. Merci beaucoup, M. Ouellet. Alors, ces points sont adoptés. Monsieur le leader. Madame la Présidente, cela nous amène à réunir les items 2036 et 2037. Et en 2036, on approuve le projet d'entente SRB-P9 entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal, établissant la répartition des coûts applicables à la réalisation des travaux requis de la part d'Hydro-Québec. Et en 2037, on approuve le projet d'un septième avenant modifiant le protocole d'entente par lequel la Ville confie à titre gratuit la gestion du marché Bon Secours à la Société d'habitation et de développement de Montréal. Merci beaucoup, Monsieur le leader. Alors, Madame la leader, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, sur le 2037, quelques mots sur le marché Bon Secours, cette institution de Montréal qui anime l'été. Littéralement, le Ville-Montréal, il fait vivre des artisans, il fait découvrir Montréal à ses propres habitants et aux nombreux touristes qui jalonnent son allée centrale, sans compter la valeur du site et de l'architecture, bien sûr. Alors, je pense que tout le monde chérit le marché Bon Secours. Par contre, depuis 1996, les activités qui y séjournent sont tenues par des organismes paramunicipaux, tels que la défunte Société immobilière du patrimoine architectural de Montréal, qui s'est fusionnée en 2007 avec la Société d'habitation et de développement de Montréal. Cette dernière reprenait presque l'entière responsabilité du mandat de la CIMPA concernant le marché Bon Secours. En 2010, elle signait pour 8 ans une entente avec la Ville dans cette optique. Alors, malgré le plan de redressement mis en œuvre en 2018, la SHDM n'a jamais pu atteindre la rentabilité cumulant des déficits importants
La résultante est que la SHDM ne tient pas à renouveler l'entente pour le marché Bon Secours. La Ville semble avoir été prise de court puisqu'elle a réussi à faire signer la SHDM pour une année sous condition que 50 % du déficit soit épongé par la Ville. Alors, nous croyons que personne à Montréal ne veut voir le marché Bon Secours fermé cette année, que cette année puisse servir à un plan de relance, évidemment. Nous en sommes contents. Nous n'avons pas trop de détails concernant les intentions de l'administration quant à l'avenir du marché Bon Secours. Un mandat a été donné au service de la gestion et de la planification immobilière et au service du développement économique pour élaborer un modèle de gestion de l'immeuble. Alors, nous avons quelques questions sur le dossier. Est-ce que le mandat donné pourrait être plus détaillé et nous donner des détails à cet effet-là? Et également, est-ce que l'administration peut rassurer les Montréalais que la vocation du marché Bon Secours sera maintenue pour une période de temps durable? Merci. Merci beaucoup, Madame la leader. Madame Black, à vous la parole. Super. Alors, bonjour. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En fait, j'interviens sur le 20.36. Donc, c'est la première fois que je me lève concernant les travaux du SRB P9. En fait, les travaux ont débuté doucement dans les dernières semaines, mais en ce moment, je vous dirais que pour les citoyens de Montréal-Nord, ils le savent, on est vraiment en plein dedans. Tous les Nord-Montréalais savent que c'est la période la plus difficile en ce moment qu'on est en train de vivre dans les travaux qui vont durer, on s'appelle, sur une période de 4 ans. Je tiens à rappeler également que dans les dernières semaines, en fait, au dernier conseil municipal, on a entériné un montant de 656 000 $ pour venir en aide aux commerçants, en fait, qui sont dans le secteur. Donc, l'embauche va bon train. Alors, la personne devrait commencer à travailler prochainement pour faire en sorte d'animer le secteur, pour faire en sorte que les citoyens du quartier, également d'ailleurs, puissent venir dans les entreprises et faire en sorte que nos commerçants continuent leurs affaires et que les affaires continuent d'être bonnes. Également, je tiens à dire que les travaux ont un impact sur différentes rues avoisinantes, entre autres dans le secteur Marie-Clarac. Et je tiens à rappeler qu'on a fait plusieurs consultations dans les derniers mois, les dernières semaines avec les citoyens, mais également avec les organisateurs dans le secteur, les organisations en fait. Et il y a eu plusieurs échanges, plusieurs discussions. On sait que le chantier du SRB aura des impacts sur tout le secteur environnant, mais tout de même, on fait notre possible pour faire en sorte que ça soit plus sécuritaire dans le secteur. Et d'ailleurs, on a eu une grande rencontre en janvier dernier où M. Caldwell a pu être avec nous. Et depuis ce temps-là, les services ont travaillé vraiment très fort. Et d'ailleurs, je suis très heureuse d'annoncer que demain, mercredi le 15, on va annoncer plus de 18 actions qui vont être mise en œuvre dans le secteur pour surtout sécuriser, faire en sorte que autant qu'on soit piéton, qu'on soit cycliste, qu'on soit automobiliste, que ce soit beaucoup plus sécuritaire parce qu'on sait qu'il y a eu des accidents, entre autres depuis le début de l'année scolaire dans le secteur. Et pour nous, c'était vraiment très, très, très important de mettre en place des actions pour faire en sorte que ça aille mieux dans le secteur. Je tiens à remercier d'ailleurs les directeurs de notre arrondissement ainsi que leurs équipes qui ont travaillé très fort pour qu'on arrive dans un échéancier aussi serré à faire une telle annonce, mais également, je tiens à remercier M. Caldwell, qui malheureusement n'est pas ici dans la salle, et les équipes du central, en fait, administrative, d'avoir permis, dans le fond, de faire en sorte que les actions puissent voir le jour. Je sais à quel point ça a pu demander à tous de mettre l'épaule à la roue, faire en sorte qu'on arrive à temps. Je dois également dire qu'on voit la bonne volonté de l'administration, et d'ailleurs, le mois prochain, on va arriver, en fait, avec un dossier 85.5 pour la création de 3 saillies qui vont être à des intersections sur le boulevard Gouin. Ça va être amené ici au conseil municipal et je souhaite fortement que tous puissent voter en faveur de cette mesure pour faire en sorte qu'on puisse partir tout de suite en appel d'offres et que les travaux soient réalisés, on le souhaite, avant l'entrée scolaire. Mais il reste quand même certains dossiers à travailler pour atténuer les impacts autour des travaux du SRB P9, dont entre autres à l'intersection Henri-Bourassa et P9, la synchronisation des feux à cette intersection-là spécifiquement est très difficile. C'est le service de police actuellement qui est sur place pour faire la circulation et la fluidité, mais les citoyens ont beaucoup de commentaires à faire et moi-même, avec mes collègues, on le vit régulièrement. Il y a beaucoup de trafic et les gens qui reviennent à la maison le soir du pont P9 ont, entre autres, parfois 30 à 45 minutes à attendre pour faire en sorte de traverser de ce côté-ci. Alors, c'est très, très, très difficile.
ville. Également, la synchronisation des feux sur le boulevard Henri Bourassa, mais également sur le boulevard Léger devient vraiment primordial parce que actuellement, ce que les gens font, c'est qu'ils circulent sur le boulevard Gouin. Le boulevard Gouin n'est pas une rue qui est, qui est pas grande et qui permet pas, dans le fond, d'avoir tout ce volume-là de voitures qui circulent actuellement. Donc, en synchronisant les feux sur Henri Bourassa et sur le boulevard Léger, ça risque d'inciter davantage les gens à passer sur ces secteurs-là. Donc, ces problématiques-là sont vraiment très, très, très importantes. Et M. Caldwell, en fait, comme je le disais un peu plus tôt, on sait qu'il travaille très fort pour faire en sorte que ça fonctionne, mais dans ces dossiers-là, on s'attend encore qu'il y ait des changements qui se fassent dans les prochaines semaines. On sait également qu'au niveau de la pointe à Léger, on avait parlé dernièrement que les travaux pour réorganiser, refaire complètement cette intersection-là pourraient être faits après les travaux de P9. En même temps, on le sait que ça prend plusieurs mois, plusieurs années parfois à réorganiser, à faire ce type de travaux-là. Alors, je m'attends à ce qu'on puisse commencer prochainement pour faire en sorte qu'on soit prêt lorsque le SRB sera en fonction en 2022. Alors, en conclusion, je vous dirais qu'on voit une très bonne collaboration de la part de l'administration et dans le dossier du SRB, de Marie Clarac, avec les annonces qu'on va faire demain, on sait qu'on veut protéger les piétons, les cyclistes, les automobilistes. C'est vraiment notre action première qu'on fait et en même temps, je m'attends à ce que c'est un dossier qui va être en évolution, qu'on va suivre dans les prochaines semaines pour voir s'il y a d'autres actions qui sont nécessaires et bien entendu, je m'attends à une bonne collaboration de l'administration et en même temps que la bonne volonté de M. Caldwell se poursuive et faire en sorte que les services puissent continuer à travailler avec nos équipes également pour faire en sorte qu'on puisse rendre cette période-là le plus facile possible dans les circonstances où on sait que la situation est très complexe compte tenu de ces grands travaux. Alors, voilà, c'était mon intervention. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame Black. Monsieur Corville, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Je continue sur le 2036. Malgré la mise en place de la stratégie Vision Zéro, la STM continue de mettre à risque la vie d'enfants en passant 3 lignes d'autobus devant 2 écoles primaires, école Noël Chabanel, école Bienville. Depuis que la question fut posée en mars, aucune modification de trajet ou accommodement efficace n'a été mise en place pour calmer les inquiétudes des directions. Alors que l'Association des gens d'affaires de Charleroi-P9 va recevoir un montant substantiel pour les aider durant les travaux, les commerces présents sur les abords de P9, comme Chrysler P9, comme Peerless, ne vont pas recevoir grand-chose. Je tiens également à saluer les gens de Peerless qui fêtent leur 100e anniversaire la semaine prochaine. Bien que P9 ne constitue pas une artère commerciale, selon les critères de l'administration, plusieurs petites PME importantes s'y trouvent. Des restaurants, des cafés, des boulangeries, des pharmacies, des fleuristes, des épiceries et des salons de coiffure. Que ce soit le restaurant haïtien Goûter Tropical, le salon de coiffure Michel Studio de Beauté, le marché asiatique Luang Prabang, la boulangerie maghrébine Akram, tous ce sont des commerces emblématiques du secteur. Ma question: que fait l'administration pour aider ces commerçants qui sont largement impactés par les travaux sur P9? Et deuxièmement, a-t-elle pris la peine de les rencontrer et leur expliquer dans quelle mesure ceux-ci pourraient toucher une aide? Merci. Merci, M. Corville. La parole à M. Doré. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je ne me rappelle plus le point, mais c'est en droit de réplique à Mme Boivin-Roy sur le marché Bon Secours. 20.37. 20.37, parfait. Une petite seconde. 20.37. Oui, c'est ça, parfait. Donc, j'étais en droit de réplique. Ça me sidère toujours un peu comment, du côté de l'opposition, on formule nos interventions, parfois en utilisant certains mots, en disant l'administration semble pris de court. Alors, quand on sait qu'on commence à renouveler les baux au SGPI une année à l'avance, quand on sait également qu'il y a des préavis de 90 jours et donc à donner, et quand on sait en plus que ce dossier-là est passé devant la Commission des finances et de l'administration en novembre, je ne vois pas comment on peut avoir été pris de court.
c'est tellement vrai qu'il y a eu une intervention d'ailleurs d'une commerçante du marché Bon Secours qui est venue à la Commission des finances et de l'administration faire une représentation. On lui a répondu. Elle s'est dite satisfaite. On l'a revue cet hiver et elle nous a, puisqu'elle venait à l'Hôtel de Ville pour je ne sais plus quel événement, et elle nous a remercié justement d'avoir tenu parole, d'avoir fait en sorte qu'on donne le plan de match aux commerçants. Alors, les commerçants du marché Bon Secours savaient qu'on allait justement avoir cette entente, qu'on allait le prolonger d'une année et qu'on travaillerait avec eux et avec d'autres pour établir le plan de match à plus long terme. Alors, c'est d'autant plus connu qu'année après année, la SHDM cumule les déficits pour le marché Bon Secours. C'est tellement vrai que dans le sommaire décisionnel, on l'écrit en plus en disant que la dernière fois, malgré qu'il y a des déficits historiques, le conseil d'administration a dit « Parfait, c'est correct, on donne le mandat à notre directrice générale d'aller signer avec la Ville encore cette fois-ci. » Alors, je ne sais pas comment on peut interpréter ça. Je rassure, tout comme on a rassuré les commerçants et les commerçantes lors de la CFA, et par la suite, puisqu'on est allé au marché Bon Secours, ben, je rassure aussi cette Chambre, puis les Montréalais et les Montréalaises, qu'on veut effectivement que le marché Bon Secours puisse rester public, ouvert, être populaire. Mais ce qu'on veut aussi, c'est de trouver le modèle d'affaires, si on peut appeler ça comme ça, un modèle de gestion, qui va faire en sorte qu'on va cesser de cumuler les déficits. On gère de l'argent public et c'est pas mal le cas aussi de la SHDM. Alors, ce qu'on regarde, puis là, on le voit effectivement dans le sommaire décisionnel, ça dit qu'il y a un exercice détaillé qui a été fait, qui a été effectué en 2017 et qui a permis de constater que c'est difficile d'atteindre le seuil de rentabilité du marché dans le modèle actuel. Donc, on n'a pas le choix. Il faut trouver un nouveau modèle. Et pour ça, on a établi un plan de match. On est à la veille de sortir la solution. C'est pour ça que le sommaire décisionnel dit que, concurremment à ce qu'on est en train de faire en ce moment, il y a un plan qui est en train d'être développé. Alors, on a mis dans le coup le service du développement économique. Donc, mon collègue Baudry collabore là-dessus. On veut justement faire en sorte que les commerçants soient partie prenante. On regarde avec les gens du milieu économique du centre-ville, du Vieux-Montréal. Il y a une SDC dans le secteur ici aussi. Alors, on sera à même bientôt de pouvoir proposer un plan qui va faire en sorte qu'on aura le bon modèle d'affaires qui va permettre de cesser ces déficits à répétition et de conserver le caractère public, ouvert du marché Bon Secours. Mais en ce moment, une chose est certaine, la SHDM n'en veut plus et le SHDM fait la lecture qu'elle n'est pas la bonne institution pour gérer tel que dans le cadre du présent modèle. Pour eux, ce ne sont pas des opérateurs commerciaux et de location de salles, d'événementiel à répétition. C'est pas ça leur core business. Ils l'ont fait pendant un certain temps et là maintenant, c'est assez. Donc, je pense que c'est à la Ville de regarder quel sera le bon modèle et c'est ce qu'on va faire. Alors, on n'a pas été pris de court, on est en plein sur le scénario qu'on a établi et on pourra vous revenir sans problème au courant de cette année-ci avec un plan de match, sinon emballant, à tout le moins des plus intéressants. Merci. Merci, M. Doré. La parole à M. Baudry. Bonjour. Pour répondre, M. Corville, c'était 20.36, je pense, c'est ça? Exactement. Oui, exactement. Est-ce que, M. Ouellet, vous répondez aussi sur 20.36? À savoir si c'est en droit de réplique? SRB P9, donc je vous laisserai la parole pour le droit de réplique par la suite. Donc, c'est la même. OK, parfait. Donc, pour répondre à votre question, écoutez, cette administration-ci, et nous nous sommes levés plusieurs fois là, dans cette enceinte pour le répéter. Le commerce de proximité, le commerce de détail fait partie intégrante de nos priorités d'action et de mise en place de solutions permanentes pour leur venir en aide. Oui, en moment de chantier, mais également tout au long de l'année. Et je vais profiter de la tribune qui m'est offerte, que vous m'avez offerte, pour répéter les actions qui sont menées, mais surtout les mesures qui sont en place. Il y a notre bras économique. Notre investissement Québec à nous, à Montréal, c'est PME Montréal.
Donc, PME Montréal, c'est vraiment un service de première ligne dans lequel on retrouve une panoplie d'options, de subventions, de prêts à bateau, mais également d'accompagnement pour les entrepreneurs, mais également pour les commerçants entrepreneurs, pour développer de nouveaux modèles d'affaires, pour mettre en place une stratégie en ligne de commercialisation, pour faire face aussi à cette transformation qu'on a commerciale, mais également aux contraintes qu'on pourrait avoir lors de chantiers ou lors de travaux. Donc, je vous invite à rejoindre ce service qui est chez vous, c'est PME Centre S, où vos commerçants pourront avoir accès vraiment à un bouquet de services. Ensuite, au niveau des travaux, effectivement, on a reformé certains programmes comme Artère en transformation, Artère en chantier, qui viennent en aide pour animer ces artères commerciales-là. Encore une fois, il faut qu'il y ait une association commerçante qui soit sur le terrain, mais ces animations-là vont rayonner aussi un peu partout sur le territoire. Ensuite, les réponses sont multiples. Effectivement, il y a des réponses qui viennent du central. Je vous répète, à PME Montréal, c'est près de 80 millions de dollars qui sont capitalisés pour des prêts et des subventions pour les commerçants. Mais il y a des solutions aussi qui vont venir en arrondissement par des mesures que vous allez travailler directement avec les commerçants sur le terrain. Et comme je dis toujours, il me fera plaisir, M. Corville, si vous voulez qu'on regarde de façon plus globale ces enjeux-là, d'en discuter avec vous. Mon téléphone est ouvert, donc on prend rendez-vous. Merci. Merci, M. Baudry. M. Ouellet. Alors, merci, Mme la Présidente. Donc, en droit de réplique sur le dossier SRB P9. Donc, deux éléments. Donc, d'abord, pour la mairesse Black. Bon, vous avez mentionné plusieurs choses dans votre prise de parole. Mon collègue Caldwell n'était pas là. Donc, il y a certaines choses qui le concernent, notamment la pointe allégée, mais plus spécifiquement au niveau du chantier SRB P9, c'est moi qui en ai responsable. Je suis en lien avec M. Dionne, là, qui est le chargé de projet. Oui, on essaie le plus possible d'accommoder. Oui, là, on est rendu dans une phase plus intense. Il faut savoir que le MTQ aussi, vous êtes au courant, le MTQ va bientôt amorcer son chantier sur le pont P9. Donc, ça va augmenter le nombre de chantiers dans le secteur, mais l'effet bénéfique qu'il devrait avoir, c'est de réduire aussi le flot de véhicules. Ça va réduire aussi l'attrait de passer par le pont P9, autant vers le nord que vers le sud. Donc, ça devrait venir alléger au niveau de l'intersection P9 et Henri Bourassa. Et c'était prévu comme ça dans le sens que parce qu'au point de départ, le chantier du MTQ et le chantier du SRB P9 n'étaient pas supposés se faire dans les mêmes temps. Grâce au bureau de projet, à la bonne participation de tout le monde, on a réussi à coordonner sur le même axe 3 chantiers majeurs. Donc, à la fois le chantier du MTQ, notre chantier du SRB P9, qui va intégrer aussi un début de sentier piétonnier pour la future ligne bleue, pour éviter d'avoir à réouvrir à l'intersection Jean-Talon et P9, et aussi le chantier dans le secteur Pierre de Coubertin. Donc, tout ça est intégré. Donc, oui, ça fait un très gros chantier pendant, vous avez dit 4 ans, mais la 4e année, c'est surtout pavage final, marquage. Donc, c'est vraiment le gros et surtout dans les 3 premières années. Donc, tout ça est intégré pour justement que ça soit, qu'on puisse s'en sortir, là, pour pas que ça dure toute une décennie. Surtout que ça fait déjà plus d'une décennie qu'on attend le SRB P9. Si vous avez, par contre, des questions plus spécifiques, vous avez suggéré peut-être des changements de phase de feu, peut-être juste écrire à moi-même et M. Caldwell, puis on verra là, dans quel département ça va au final. Peut-être une liste plus précise là, des différentes mesures pour améliorer la circulation et la sécurité là, autour de la partie de Montréal-Nord du chantier du SRB P9. Pour ce qui est de mon collègue Corville, écoutez, il faut savoir que l'équipe du SRB P9 a déjà analysé, évidemment, plus en détail le chemin de détour et souhaite ardemment rencontrer les écoles. En fait, ça aurait déjà eu lieu, sauf que là, c'est du côté des écoles de la direction là, qui n'ont pas été capables de leur donner une date pour pouvoir rencontrer l'équipe du SRB P9. Il y a aussi le comité de parents qui veut, je crois, rencontrer également. On me dit que probablement la date, ça risque d'être le 20 juin. Donc, c'est pas par mauvaise volonté, c'est vraiment juste une question d'agenda. Et l'année scolaire étant, je pense qu'on s'en va vers la fin, ça semble plus difficile du côté de la commission scolaire que du côté de l'équipe de projet qui, nous, on est disponible. Mais on a fait les études quand même très détaillées des différentes alternatives pour l'ensemble
des chemins de détour, et aussi au niveau de la sécurité. On suit ça attentivement. Et sinon, vous avez entendu tout à l'heure mon collègue Baudry, tout le secteur le long de P9, il y a une cartographie qui avait quand même été faite. Il faudra peut-être vérifier spécifiquement au niveau des commerces, mais normalement, moi j'ai eu la carte, je crois que vous l'avez eu aussi. En tout cas, c'est public. C'est public, mais vraiment, là, sur l'ensemble du chantier P9, tous les commerces qui font front sur P9, mais des fois, ça va aussi sur les rues perpendiculaires. Là, ça va, mettons, sur les commerces de tête. Évidemment, il y a certaines restrictions. Donc, par exemple, des industries manufacturières, comme par exemple Peerless, c'est pas un commerce. C'est pas un commerce de proximité, là, si on veut, donc c'est pas nécessairement couvert. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aide pas, au contraire. Au conseil municipal, vous savez, là, je pense que c'est au dernier, on a fait en sorte de faire un chemin de camionnage spécifique pour les entreprises de parc industriel qui est enclavé entre la Carrière et P9 pour être capable de, justement, là, avoir un accès pendant tout le long du chantier d'un point de vue de livraison des marchandises. Donc, on est en mode, évidemment, actif avec eux, mais personne ne peut remettre en question le fait que, le projet du SRB est attendu depuis très longtemps et ça va les aider aussi pour avoir davantage accès à des travailleurs et des clients, mais aussi les infrastructures et la chaussée étaient en très, très mauvais état. Donc, personne ne remet en question le projet, mais oui, on essaie le plus possible d'accommoder avec notre nouveau programme, entre autres pour les commerces. C'est très intéressant. J'ai reçu la carte, je vais essayer de la retrouver, je vous l'envoie. Merci beaucoup, M. Ouellet. Alors, ces points sont adoptés. Monsieur le leader. Madame la Présidente, cela nous amène au chapitre 30 du Conseil municipal et je vais réunir... Pardon? On se parle entre leaders, monsieur le chef de l'opposition. On a une entente, là, tacite. Il faut faire confiance. Je vais réunir, Madame la Présidente, les items 3001 à 3005. En 3001, on accepte les offres de services des conseils d'arrondissement pour la période associée au programme triennal d'immobilisation de 2019 à 2021 pour prendre en charge la réalisation des projets d'aménagement dans les parcs. En 3002, on accepte l'offre de services de l'arrondissement de Saint-Laurent de prendre en charge la conception et la réalisation des travaux de construction de trottoirs, de bordures et de dos d'âne sur son territoire. En 3003, on accepte l'offre de services de l'arrondissement de Ville-Marie de prendre en charge la coordination et la réalisation des travaux de construction de saillies dans la rue de Rouen. En 3004, on mandate le service de l'environnement afin de développer un cadre réglementaire pour réduire l'utilisation des articles à usage unique sur le territoire de la Ville de Montréal. Et en 3005, on accepte l'offre de service de l'arrondissement de Ville-Marie de prendre en charge la conception et la réalisation des travaux de construction de saillies dans diverses rues artérielles sur son territoire. Merci, Monsieur le leader. La parole à Monsieur Miellé. Merci, Madame la Présidente. J'interviendrai avant sur le 3001 et par la suite, j'interviendrai également sur le 3004. Parfait. Alors, le 3001, Madame la Présidente, je dois dire que je suis très surpris de ce genre de dossier. Je fais appel aussi à tous ceux qui siègent dans ce conseil, dans cette enceinte depuis plusieurs années, parce que, à ma connaissance, c'est la première fois qu'on offre un article 85, un appel de proposition presque, où est-ce que pendant 3 ans, nous allons offrir la délégation aux arrondissements d'équipements montréalais, soit les grands parcs, et on parle ici du parc Angrignon, du parc Jarry, du parc La Fontaine, parc Maisonneuve, de Dieppe, René-Lévesque, des Rapides et de la promenade Belle-Rive. D'habitude, les 85 que nous voyons, c'est souvent sur des projets dans soit des rues artérielles qui sont dans des arrondissements, soit un équipement qui est, disons, qui a un caractère qui est davantage un service local, malgré qu'il est de compétence du conseil municipal. Mais ici, on parle vraiment des grands parcs.
et de tous les projets qui sont inscrits au PTI de 2019 à 2021. Fait assez inusité encore, c'est que aucun arrondissement ne s'est manifesté encore. On est donc en train de dire que tous les projets du PTI inscrits de 2019 à 2021 que nous avons adoptés, oui, et qui sont connus, soit, mais nous sommes en train de dire qu'on offre la délégation. Et à partir de maintenant, nous ne verrons donc plus le contrat qui viendrait pour le parc La Fontaine ou le parc Maisonneuve ou le parc Dieppe, qui est un équipement montréalais. Alors, plusieurs questions sont soulevées parce qu'une fois que l'acceptation du conseil d'arrondissement est faite, ça va passer au conseil d'arrondissement. Nous, on l'aura déjà délégué et donc on ne le saura presque même pas. Le conseil d'arrondissement va accepter et tout le projet dont nous avons uniquement une fiche technique au PTI sera fait par l'arrondissement. Le processus de contrat, ainsi de suite. Si jamais le contrat devait rejoindre ou plutôt aller à la commission de l'examen des contrats, on ne sait même pas si il serait transféré ou pas, parce qu'on aurait délégué à l'arrondissement et l'arrondissement demeurerait discrétionnaire à savoir s'il va transférer à la commission de l'examen des contrats. C'est très, très, très particulier comme façon de faire, Madame la Présidente. Je n'ai pas souvenance que nous avons procédé à une délégation de l'article 85 avant même qu'un arrondissement ne se soit manifesté. Je me pose la question, même si, parce que je ne vois pas ici la spécification que l'arrondissement en question doit être l'arrondissement dans lequel le Grand Parc est situé. Donc, c'est presque comme si je pourrais dire que Saint-Laurent va faire une offre pour aller faire des travaux au Parc Angrignon, à la salle. Vous avez une partie du parc? Aucunement. Alors, pardon, le parc La Fontaine au plateau. Au parc La Fontaine au plateau. Disons que, je pensais que j'étais convaincu que vous avez une partie du parc Angrignon. Désolé. Alors, l'arrondissement Saint-Laurent se propose d'aller faire des travaux au parc La Fontaine. Bref, Madame la Présidente, je demeure très perplexe quant au projet qui est devant nous et je passerai au parc, plutôt au projet, je passerai plutôt au 3004. En ce qui concerne le 3004, Madame la Présidente, vous avez ici le mandat qui a été donné à la direction générale pour avoir une stratégie de réduction du plastique. Madame la Présidente, ce que l'on voit devant nous, avant tout, c'est, oui, on salue l'initiative. C'est entièrement en continuité à la motion que ce Conseil a adoptée au mois de mai dernier, donc le mai 2018. Ce Conseil, suite à une motion que j'avais eu le plaisir de déposer au nom de l'opposition officielle, soit celle du bannissement des bouteilles de plastique, ainsi que, et je vous rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, que le deuxième résolu de notre motion qui avait été adopté à l'unanimité ici par ce Conseil était le suivant, que la Ville de Montréal mandate la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs de doter la métropole d'une stratégie de réduction du plastique sur son territoire d'ici les 6 prochains mois et qu'elle inclut les partenaires du milieu, soit l'industrie du plastique, les commerçants, le milieu environnemental et les citoyens dans la démarche d'élaboration de la stratégie. Ce mandat n'a toujours pas été entamé par la Commission de l'environnement et pourtant nous avions indiqué, manifesté un souhait par rapport au nombre de mois. Et par le fait même, on rappelle que c'est la même chose pour la motion de l'opposition officielle qui avait été adoptée également et transférée
à la Commission, soit celle pour la réduction du chauffage au mazout, une autre proposition qui a fait l'objet d'une annonce la semaine dernière, si je ne m'abuse, de l'administration. Donc, oui, j'entends et je me rappelle ce que le porteur du dossier en environnement a dit, c'est que lorsque vient le temps de parler d'environnement, on ne devrait pas faire de la politique et parler d'une voie commune. Alors, en même temps, je lui rappelle que ce conseil a quand même manifesté des souhaits, soit celui que la Commission ait une opinion. La Commission fasse une étude, une commission où est-ce que plusieurs membres élus siègent de différents arrondissements. Et donc, ce que je me pose comme question, c'est le mandat que nous donnons aujourd'hui afin que le service de l'environnement développe un cadre réglementaire pour réduire l'utilisation des articles à usage unique sur le territoire de la ville montréalais. Est-ce que l'administration s'engage à envoyer ce cadre-là à la Commission? Parce que sinon, on est en train de contredire ce que ce propre conseil, ce même conseil, a déjà dit il y a moins d'un an, à ce que cette administration a souhaité également lorsque vous avez adopté à l'unanimité la motion demandant à ce que la Commission de l'environnement se penche sur ce dossier. Donc, je comprends. Vous mandatez maintenant qu'il y ait un cadre réglementaire. Bien, je suggère et propose que ce cadre réglementaire soit également analysé à la Commission, ne serait-ce que par respect pour la résolution que nous avons adoptée à l'unanimité ici il y a un an. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Miellé. La parole à M. Doré. En droit de réplique, Madame la Présidente, sur le dossier des grands parcs, donc oui, 30.01, je pense. Oui, 30.01. Alors, j'ai bien relu le sommaire décisionnel là, parce que Monsieur le leader semblait préoccupé hier soir, donc il m'en a parlé. J'ai regardé le sommaire décisionnel et de la même manière que je le trouvais fort clair lorsqu'on l'a regardé au comité exécutif, je le trouve encore fort clair. Premièrement, donc, outre les avantages là, qui sont là et sur lesquels je reviendrai, je suis en droit de réplique quand j'ai bien dit. Oui, excellent, super, je veux juste valider. Alors, le sommaire décisionnel, dans le contexte, mentionne les grands parcs qui sont là. Alors, vous avez le parc Angrignon, Jarry, La Fontaine, etc. Ils sont tous nommés. Et juste en dessous, on dit, le présent sommaire propose d'accepter les offres de services à venir des conseils d'arrondissement concernés. Et là, c'est donc concerné. Alors, tout à l'heure, lorsqu'il disait, écoutez, est-ce que ça pourrait être n'importe quel arrondissement qui va n'importe où? C'est les arrondissements concernés, justement, et avec des résolutions à venir en bonne et due forme. Ça veut donc dire que le parc Angrignon, on va parler de l'arrondissement du Sud-Ouest. Pour le parc Jarry, Villeray, Saint-Michel, le parc Extension. La Fontaine, le plateau Mont-Royal. Le parc Maisonneuve, on est dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Parc de Dieppe, il me semble que c'est Ville-Marie. Le parc René-Lévesque, on est à la Chine. Le parc des Rapides, je dirais La Salle. Et le parc de la promenade Belle-Rive. Là, ça, je pense que c'est Mme Bourgeois. Non? Merci à chacun Maisonneuve. Je le situe au moins dans l'Est. Au moins ça, géographiquement, j'étais correct. Alors, il fallait que j'aille un petit peu moins loin que je pensais. 9 sur 10. Alors, pour le parc de la promenade Belle-Rive. Je me souviens d'avoir fait une belle promenade au coin, justement près d'une belle rive dans votre coin. Alors, c'était la place du marché. Donc, il y a une belle rive près de la place du marché, il me semble. Alors, ça, c'est chez vous. Alors, et voilà, j'ai fait une belle promenade. Alors, j'imagine que c'est ça. Alors, donc, on parle de l'arrondissement concerné. Alors, effectivement, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 8 possibilités que des arrondissements nous votent en conseil d'arrondissement. Donc, un sommaire décisionnel qui fait en sorte d'offrir, de prendre en charge, donc, les différents travaux. Si on regarde, là, c'est écrit 2 fois plutôt qu'une, alors si on regarde comme il faut, là, dans la partie, la première page du 30.01, on dit il est recommandé et on donne les conditions et exigences de la Ville qui comprennent les modalités suivantes. Alors, on est vraiment, là, quand on regarde, c'est d'accepter, on prend la prise en charge, c'est là. Alors, les conditions et les exigences de la Ville, là, c'est pas un chèque en blanc qu'on donne à l'ensemble des arrondissements, là. La Ville-Centre garde toute l'autorité
ce qu'on va faire, c'est de déléguer. En fait, les arrondissements pourront faire un certain nombre de travaux, ceux en phase avec les besoins qu'ils identifient chez leurs citoyens. Alors, c'est ça l'affaire, c'est qu'on s'est rendu compte que très souvent, il y a un peu dissonance, ou à tout le moins pas parfaitement une concordance entre ce qui peut être fait par les grands parcs et sur le terrain. Et donc, à ce moment-là, ça demande quand même une agilité que la machine n'a pas à 100% pour l'instant. Alors, on a donc trouvé quelque chose pour rendre cette organisation plus agile, c'est de le confier aux arrondissements concernés. Alors, les arrondissements vont dire, parfait, nous, on a eu telle demande, il devrait y avoir telle affaire, on pourrait améliorer des chalets de parc, on pourrait améliorer la fonctionnalité des grands parcs, il y a des travaux à refaire, il y a de la plantation, etc. Il y a un paquet d'affaires à faire dans ces parcs-là. Et ce qu'on va faire, c'est de soumettre le tout à la Ville-Centre, donc au service des grands parcs. Alors, on devra obtenir, vous le voyez, l'autorisation de procéder aux appels d'offres, ça va être fait, de soumettre le contenu des appels d'offres. Alors, ce n'est pas un arrondissement. Pardon? Non, effectivement, ça ne revient pas en conseil municipal, mais ça fait en sorte qu'on soit capable de regarder tout ça, donc d'un point de vue Ville-Centre, de coordonner les expertises municipales, respecter les normes et les exigences, déposer un plan de travail avec des échéanciers. Ça relève aussi, il y aura du contrôle financier qui sera fait par les arrondissements avec une reddition de comptes à la Ville-Centre. Toutes les autorisations requises doivent être données avant qu'on puisse faire le début des travaux. On va aussi demander des échéanciers, l'état d'avancement. Bref, il y a vraiment une mécanique qui est faite, qui est préparée, qui est prévue pour faire en sorte que ce n'est pas un chèque en blanc. Et il y a également des directives administratives qui sont là aussi pour faire en sorte que lorsqu'il y a intervention des finances, les finances aussi vont devoir regarder les sommaires décisionnels des arrondissements, de la même manière qu'en ce moment, les finances doivent faire des interventions financières sur les sommaires, les GDD d'arrondissement, lorsque c'est le cas effectivement. Donc, il y a plusieurs avantages, je le mentionnais, opérationnels dans tout ça. L'important, c'est de faire en sorte qu'on puisse être davantage agile. On est toujours dans un PTI où on veut faire en sorte que les travaux qui soient planifiés soient pleinement réalisés. Alors, on se donne les moyens avec ce sommaire décisionnel de le faire. Est-ce que ce sera l'ensemble des arrondissements qui sont concernés qui vont faire un tel GDD éventuellement? Peut-être pas. Certains, oui. Déjà, il y a des arrondissements qui ont levé la main en disant, écoutez, il y aurait moyen certainement de travailler. Alors, pour ces arrondissements-là, oui, on s'attend à recevoir un GDD. Pour d'autres, qui prennent le dossier en ce moment, donc dans la préparation du CM, se disent, peut-être que chez nous, il y a un avantage à ce que je puisse le faire. Je vais regarder ça avec ma fonction publique et puis on va appeler au Grand Parc et puis regarder, voir comment ça fonctionne. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que la mécanique, il y a du red tape, etc.? On ne croit pas, mais ce qu'on veut, c'est vraiment de rendre plus agile notre organisation. Alors moi, j'invite l'ensemble des membres du conseil municipal à voter pour ce dossier-là. Je pense que c'est bel et bien écrit l'ensemble des exigences, des conditions, la reddition de compte qui doit être faite. Et je vous dirais que je suis à l'aise, tout comme je l'étais de l'amener au comité exécutif, de permettre que ça vienne au comité exécutif. Je suis à l'aise qu'on puisse ensemble voter à l'unanimité ce sommaire décisionnel. Merci, Mme la Présidente. Merci beaucoup, M. Doré. Mme Lavigne-Lalonde, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. En droit de réplique sur le 3004, je voulais dire que je suis extrêmement fière de faire partie de cette administration qui, oui, signe des déclarations sur l'environnement, oui, prend des engagements sur l'environnement, sur les changements climatiques, mais au-delà de ça, pose des gestes concrets pour réellement adresser ces questions-là. Nous avons pris en septembre dernier plusieurs engagements, dont un de ceux-là est de tendre vers le zéro déchet. Et c'est en fait ce que vient appuyer là, cette proposition aujourd'hui de mandater le service de l'environnement à travailler sur la question des plastiques à usage unique. Et c'est donc un geste concret que l'on pose pour réussir à tendre vers le zéro déchet. Donc, oui, on peut, comme le mentionnait le citoyen M. Pigeon hier, continuer à sensibiliser, continuer à mobiliser la population sur ces enjeux-là, parce que oui, c'est l'affaire de tout le monde de participer à réduire notre empreinte écologique.
Mais comme ville, nous devons aussi prendre des engagements, poser des gestes forts. Et je suis très fière de dire qu'au cours des dernières semaines, nous en avons fait plusieurs. Nous avons mis un terme, une date limite pour l'utilisation du chauffage au mazout. C'est très important. Nous avons aussi sollicité les caisses de retraite pour leur demander de désinvestir des énergies fossiles, un autre geste qui n'avait pas été posé auparavant et qui est fort, fort important. Et nous avons aussi reçu la déclaration... la nomination, en fait, ville équitable. Donc, un autre geste qui va dans ce sens-là, de s'assurer qu'on prend des engagements environnementaux, mais on prend aussi des engagements sociaux pour s'assurer d'être une ville exemplaire. Et oui, on doit, pour arriver à nos objectifs, faire des éléments plus de réglementation. Et c'est ce qu'on vient faire aujourd'hui. On vient réglementer l'usage des contenants en plastique à usage unique. Et c'est un des éléments qui va nous permettre d'atteindre les objectifs du plan de gestion des matières résiduelles qui sera en consultation cet automne. Donc, les citoyens, les experts, tout le monde aura l'occasion de venir se prononcer sur le plan de gestion des matières résiduelles plus tard cet automne. Et tel que très bien expliqué dans le sommaire décisionnel à la page 5 de 6, du sommaire décisionnel, il y aura aussi l'occasion pour les citoyens, pour les experts, pour tout le monde de pouvoir venir aussi s'exprimer sur ce projet de règlement qui sera en consultation quelque part au début de l'hiver 2020, en janvier-mars, le temps qu'on puisse rédiger comme il faut ce règlement-là et donc le mettre en consultation. Les citoyens auront aussi l'occasion de pouvoir se prononcer sur toute la distribution des articles publicitaires aussi prochainement. Donc, il y aura de nombreuses occasions pour les citoyens, les experts, les gens qui ont des préoccupations, les gens de l'industrie qui ont des préoccupations aussi, pour pouvoir venir à 3 moments là, au cours de l'automne et de l'hiver 2020, de pouvoir venir s'exprimer et faire entendre leur point de vue sur ces enjeux-là. Donc, on est vraiment fiers de poser des gestes concrets, des gestes forts, chose qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Et je demande donc à l'ensemble des collègues d'appuyer cette proposition. Merci. Merci, Mme Lavigne-Lalonde. Mme Lallider. Merci beaucoup. Alors, nous allons vous demander d'inscrire la dissidence d'Ensemble Montréal sur le 30-01. Parfait. Alors, les points sont adoptés avec la dissidence d'Ensemble Montréal sur le point 30.01.